Très bien. Alors, on va passer au deuxième sujet d'échange. J'ai pris une photo pour être sûr de garder ce que nous avons écrit. On peut essuyer, tu as. Et alors, le deuxième sujet d'échange, finalement, prolonge le premier. Katharina nous disait tout à l'heure que finalement, ce qui était important, c'était la flamme qu'on avait en soi, la flamme de vie, et que cette flamme soit visible des autres. Et c'est une façon d'être et d'incarner l'étape de la vie dans laquelle on est, et de voir qu'elle ne fait même pas mal, et en tout cas qu'on y trouve, nous, matière à épanouissement. Et ce qui serait intéressant, c'est de noter, toujours pour continuer à forger notre propre conviction sur notre valeur, quels sont, selon vous, les atouts, les ressources, les talents, les forces, les apports indiscutables, essentiels des personnes qui, comme nous, ont déjà derrière elles un beau parcours de vie par rapport à ce qui peut être apporté à la société comme aux autres générations. Quels sont pour vous les talents, les ressources évidentes des personnes vieilles et vieux, et des vieux? Moi, je pense que le constat que je fais depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a une dictature du corps dans notre société et que automatiquement, la vision de l'être humain, elle est basée sur cette vision du corps. Et donc, bien sûr, quand on vieillit, notre corps n'est plus le même que dans notre jeunesse. Et donc, je pense que notre force à nous, c'est d'aider un peu dans notre action, dans notre vie, sans avoir de grandes prétentions, mais de faire peut-être basculer un petit peu ça en disant que l'être humain n'est pas qu'un corps, que c'est une totalité et qu'on est plein de richesses et que le corps, il s'affaiblit, d'accord, c'est normal, parce qu'il y a d'autres richesses qui s'épanouissent et que la société ne voit pas du tout ça et que je pense que c'est une grande force à nous de pouvoir, par notre action, par notre vision de la vie, par nos partages, même avec les jeunes, d'élargir un petit peu cette vision de l'être humain qui est basée vraiment sur le corps. Apporter finalement une tolérance. Oui, et voilà, il y a un épanouissement de l'être en disant qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on est beaucoup plus que ça, et que c'est pour ça que les vieux, en fait, ils ont cette richesse immense, puisqu'ils ont su épanouir ça. S'il y a cette flamme, parce qu'on peut aussi dépérir, et avec le corps, il y a l'esprit aussi qui dépérit, mais on peut aussi faire épanouir, et alors là, c'est un émerveillement. La vieillesse, quand on épanouit ces autres forces qu'on a en nous, c'est un émerveillement. Et donc, on peut être beaucoup plus jeune, comme disait Anne-Marie, à notre âge qu'à 25 ans. Voilà. Je m'excuse de revenir souvent prendre la parole, hein. Je vais me taire après. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que nous, on regroupe cette injonction du corps sous la notion de validisme ou de capacitisme, comme ils disent au Québec. Et je m'excuse, je vais titiller certains intervenants. J'ai entendu beaucoup de personnes dire mais moi, à mon âge, je continue à faire. Je fais des balades, Et justement, je trouve que l'âge dans lequel on arrive et les situations de dépendance qu'on a peut-être vécues avant font que on a bien perçu que tout n'était pas dans le faire. Beaucoup de choses pouvaient être dans le penser, dans le vivre autrement. Le faire, alors vous allez dire, bon, allez, je suis aigri parce que j'ai pas pu faire. Enfin bon, j'ai fait autrement, j'ai énormément voyagé. J'étais en Chine, j'étais à plein d'endroits. J'ai fait. Mais j'ai pas fait, j'ai pas fait physiquement. J'ai beaucoup plus fait intellectuellement. Et là, cette dimension du faire, quand le physique, il se met un peu entre parenthèses, c'est une dimension qui est une réelle force. Puisque là, on est
à la fois bourré d'expérience, on est spectateur, c'est super la position de spectateur. Moi, j'ai toujours adoré me mettre à une terrasse de café et de regarder les gens, de construire des moments de vie, quoi. Et j'ai fait de la montagne avec un outil qui s'appelle la joëlette. Hein. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas mal été dans les Pyrénées avec des copains. Puis en fait, je me suis rendu compte que les copains, c'était sympa, mais je les crevais. Je les crevais. Et du coup, je vivais mal ce moment-là. Certes, il y avait le... Allez, Pascal, on va t'amener au col de Mende. Super. Et puis après, on va aller faire le pic de machin. Super, merci les copains. Et donc, c'était une démarche très bienveillante des amis. Moi, ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Mais au bout d'une heure ou deux, je me disais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le plaisir avec eux. Et eux, ils étaient... Bon, on est là, on va aider Pascal, mais... putain, on en chie. Et du coup, voilà, du coup, ça me questionnait sur le faire. Est-ce que le faire est vraiment ce que je veux? Le faire, j'ai pu le faire différemment. Alors, c'est une notion importante, moi, je pense, c'est penser la différence. Penser le pas de côté, mais ne pas toujours se dire je veux faire comme on faisait. Non, je vais faire autrement. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Je me tais. Mais arrêtez d'amener des sujets intéressants. Hein. Voilà. Alors, moi, c'est très différent. Je vais témoigner d'une chose. On est tous conscients ici que l'expérience, ça nous amène à... Enfin, ce qu'on a vécu, les années simplement qui ont passé, ça nous a amené à relativiser les drames, les difficultés, les échecs. Bon, on prend beaucoup plus de recul sur notre vie. Et moi, en ce moment, j'ai vu une expérience qui me fait très plaisir et en même temps à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai des petits-enfants qui entrent dans l'âge adulte et ils en sont à dramatiser, eux, tout ce qui ne va pas, ou leur choix, ou est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je me trompe, oh, j'aurais pas dû faire ça. Et puis là, j'ai pas pu faire ça. Et j'entre dans cette démarche avec eux, de leur dire, mais ne t'en fais pas. Prends mon expérience, regarde ce qui se passe, prends du recul, ne t'affole pas. C'est un mot que je leur dis souvent, ne t'affole pas. Si tu échoues là, tu réussiras ailleurs. Tu as tant d'années devant toi pour te décider. Bon, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas dans une situation dramatique au point de vue matériel. Hein. Disons qu'ils peuvent prendre leur temps. Et surtout, quand ils échouent, bon, tu as échoué, ben d'accord, mais regarde, moi j'ai échoué à tel âge, à tel âge, à tel âge. Et puis finalement, regarde ce que je suis devenue. Hein, tu me trouves bien, tu me trouves sympa, active. Donc ne t'affole pas. Et je trouve que ça... Ben, ça m'enrichit beaucoup de vivre ça. Ça me donne une importance vis-à-vis d'eux, enfin une importance, un apport vis-à-vis d'eux que je n'avais pas du tout prévu quand ils avaient 10 ans ou 15 ans. Hein. Voilà, donc je voulais témoigner de ça. Autre témoignage sur les richesses de cette étape de la vie, ce qu'on peut apporter, ce que vous avez eu l'opportunité de ressentir, d'apporter. Ton prénom, c'est Claude. Bon, moi, j'ai eu la chance, un peu comme le monsieur qui parle sur son fauteuil, de vivre une jeunesse dans un milieu rural. Mes parents étaient cultivateurs. Et j'ai été très marqué par les rituels. Les rituels qui nous manquent aujourd'hui. C'est ces espèces de moments où on se retrouvait tous pour des rituels qui suivaient les saisons. C'était les moissons, c'était les vendanges, c'était les châtaignes, c'était le vin nouveau, c'était les premiers légumes, les premières cerises, toutes ces petites choses qui font que déguster la vie était vraiment
était vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai 76 ans, et je sens, je me retrouve avec ces petites choses qui me reviennent, comme la Madeleine de Proust. Mais réellement, je le travaille le maximum, et je voudrais dire que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux dans la vieillesse. Moi, j'ai la chance physiquement de me sentir très bien, de pratiquer aussi toujours du sport. Et je me dis que si on peut perpétuer les petites choses, des choses minuscules, c'est-à-dire les premières cerises qui arrivent, si on était capable de garder une espèce de fraîcheur par rapport à ces sensations, je sais que moi, je m'y évertue. Je m'évertue le matin quand je pose le pied par terre en me levant, de poser le pied, de sentir que mon pied est sur la terre, et que c'est une journée qui commence. Et je peux vous assurer, je me ressens très proche d'Anne-Marie, on en a parlé assez souvent. Moi, je me ressens avec une énergie qui n'a pas faibli. Je m'occupe du culturel sur Bérate, moi, depuis 40 ans. Et je peux vous dire que c'est vraiment le partage. Quand j'aime quelque chose, j'aime que les autres le voient. Quand j'aime un spectacle, j'ai envie que les autres le partagent. Quand je sens un légume qui est très bon, j'ai envie de le faire partager. J'ai envie d'avoir une maison ouverte. J'ai envie d'avoir une maison avec des gens qui viennent, qui boivent l'apéro, qui ne boivent pas d'alcool s'ils veulent. Peu importe. En tout cas, de rassembler des mondes, de voir du monde. Je pense que le pire dans la vieillesse, c'est la solitude. C'est sûrement ça le principal écueil de la vieillesse, c'est la solitude. Et de partager des choses, c'est sûrement essentiel. Je pense que on est tous, il y a un déterminisme social qui est incroyable, parce que nous, on a la chance de vivre au milieu des oiseaux. On se lève le matin, on entend des oiseaux. Il y a des gens qui se réveillent au 25e étage d'une tour. Quelle est la vie? Qu'est-ce qui rassemble ces gens qui vivent des quotidiens qui n'ont rien à voir? Rien à voir. Nous, on vit au milieu des plantes, au milieu des fleurs, avec des gens qu'on peut saluer, des gens qui vivent dans des tours et qui sont isolés à partir de 60 ans et qui descendent de faire des courses au supermarché où ils vont rencontrer absolument personne. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Moi, c'est l'espoir, garder l'espoir de vivre dans le partage. Et alors après, évidemment, il y a des gens qui sont capables de construire et de faire des choses comme Anne-Marie. Et c'est là que j'admire des gens qui sont capables d'avoir ce problème d'être concis dans leurs envies et d'être capables de bâtir. Et bravo en tout cas. J'en profite pour remercier les gens qui font ces choses-là. Merci. Moi, j'en profite pour remercier Claude, parce que quand on est arrivé à Bérate, on a découvert qu'il y avait une vie sociale extraordinaire, qu'il y avait une vie culturelle extraordinaire, et que Claude et tous les gens qu'il a entraînés avec lui étaient des militants de cet échange permanent, de cet échange qui fait que peu importe l'âge, peu importe le temps qui passe, les richesses des uns enrichissent les autres, et il y a une espèce de générosité constante à Bérate qui fait qu'on s'est senti immédiatement porté et entouré. Et je crois que la solidarité, on peut la construire aussi, non seulement en créant des unités de vie comme on essaie de le faire, mais en plus en restant liés aux gens qui vivent dans le village et en continuant l'œuvre qu'ils ont fait pendant 40 ans, en la prolongeant avec toutes nos petites forces. Et je crois que c'est là qu'on arrivera à changer les choses. Je voudrais juste témoigner d'une chose, c'est par rapport à l'apport de connaissances scientifiques que l'on peut transmettre. Depuis peu, je suis présidente d'une association d'insertion et cette insertion se fait grâce au travail en milieu naturel. Il se trouve que moi, je suis spécialisée en biodiversité et donc les encadrants techniques de cette association d'insertion sont toujours contents de me demander « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? On fait l'entretien des cours d'eau de telle et telle façon. Est-ce que tu es d'accord sur les choix techniques que l'on fait ?» Et on discute comme ça les rassure. Ils m'apprennent des choses, je leur apprends des choses. On parlait tout à l'heure de cette générosité intergénérationnelle. Et c'est très important de pouvoir communiquer sur sa passion. Moi, c'est ma passion de l'entretien des milieux naturels, le respect de la biodiversité. Et
je vois les encadrants techniques qui se sentent de plus en plus à l'aise et de plus en plus en confiance parce qu'ils peuvent, quand ils ont un questionnement, venir se référer, m'en parler. Et cet échange scientifique et technique nous apporte aux uns et aux autres beaucoup de richesses. Et donc, il y a non seulement l'aspect culturel, mais je trouve aussi que cet aspect scientifique dont on a de plus en plus besoin par rapport à l'impact sur les milieux naturels des actions humaines, on peut aussi le transmettre entre générations pour arriver à bâtir un monde où la biodiversité et l'être humain seront vraiment en respect les uns avec les autres. J'ai oublié ton prénom, pardon. Françoise. Françoise. J'entends dans ton témoignage, Françoise, la notion de temps. Ça veut dire que la notion où tu es sereinement et calmement à leur disposition. Ils l'ont senti en toi et il n'y a pas d'urgence. Ils savent qu'ils pourront, dans une certaine durée, compter sur toi. Et je crois que la notion cette notion de durée va à rebrousse-poil de l'urgence permanente que nous vivons dans beaucoup d'aspects de la vie professionnelle ou personnelle, et que cette constance, cette permanence de présence, ta disponibilité aussi, sans doute l'envie que tu as de transmettre, tout ça va favoriser cette connexion entre toi et tous les autres. Ouais. D'autres témoignages ? Bon, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais la vieillesse, c'est pas non plus le monde des bisounours. Hein, c'est difficile. Il y en a qui parlent de naufrage. Et bon, moi, j'ai bien aimé certaines interventions sur l'incapacité de faire. C'est vrai qu'on est souvent dans l'incapacité de faire en vieillissant parce qu'on a mal partout, etc. Moi, je sais que je suis limité, que mon corps me limite dans les actions que je faisais auparavant. Donc, il faut trouver des alternatives. Et ces alternatives, il faut avoir la force de les avoir sur le plan intellectuel et psychique, je vais dire, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ça non plus. On ne peut plus faire parce qu'on a mal partout, parce que le corps vieillit, etc. Mais il y a aussi des dégénérescences, comment dire, de l'esprit, du mental. Et ça, il faut lutter aussi. Et malheureusement, il y a des maladies dégénérescentes qui font qu'on ne peut pas lutter contre ça. Bon, enfin, tout ça, c'était pour dire que bon, tout n'est pas... enfin, moi, je ne suis pas forcément d'un grand optimisme par rapport à l'avenir. La vieillesse me fait peur, hein, comme beaucoup de monde. Mais j'avoue qu'effectivement, ce qui fait le plus... Enfin, moi, en tout cas, ce qui me fait le plus peur, c'est l'idée de solitude. Et cette idée de venir à Béra, vivre ensemble, partager des choses que nous avons vécues ou que nous allons vivre tous ensemble, etc. Je crois qu'effectivement, c'est une force pour l'avenir. Et là, je remercie tous ceux qui ont l'énergie pour pousser aussi les autres. Merci. Fabienne et après Brigitte. Fabienne qui est là. Oui, on parlait tout à l'heure des clichés. Moi, je crois qu'un cliché, c'est de dire que les vieux perdent la mémoire. Alors, ils perdent un genre de mémoire, la mémoire qui stocke, la mémoire qu'on récupère, mais il y a aussi la mémoire perceptive. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que le narrateur, quand il voit la Madeleine, ça ne lui évoque rien, mais quand il la goûte, là, il est envahi par un tas de sensations. Et je crois que les vieux que nous sommes, on a vachement de chance parce qu'on a cette forme de mémoire qui est un terreau, un mycélium, qui ne peut que s'enrichir et se développer puisqu'on a quand même
une sensibilité en vieillissant, une perception, et même les personnes qui ont des maladies neuroévolutives, type Alzheimer, ont accès à ces sensations, à cette mémoire, à cette sensibilité. Et donc, voilà, je trouve que les vieux ont de la chance. Alors, c'est pas une mémoire, c'est une mémoire non déclarative, c'est une mémoire perceptive, c'est une mémoire dont les neurosciences tiennent compte actuellement, puisque les nouveau-nés peuvent avoir ce genre de mémoire aussi. Donc, je suis contente d'être vieille. Il y avait quelqu'un avant moi. Vous aviez dit un autre prénom avant. Brigitte. Brigitte. Oui, après Brigitte, voilà, c'est ça. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que le bien vieillir est compatible avec le pécunier? Est-ce que, effectivement, les pauvres, les gens qui ont des petites retraites, peuvent-ils bien vieillir? Bien sûr qu'on n'a pas de réponse définitive là-dessus, mais justement, les gens nous ont dit, quand on a travaillé sur ces questions-là, que en milieu rural, beaucoup de gens arrivent à vivre bien avec des petites retraites, toutes petites retraites. Mais voilà, je crois qu'il y a une injonction de bien vieillir aussi, et personne ne sait exactement ce que ça recouvre. Et ce dont je peux, moi, peut-être témoigner, c'est que, globalement, les gens aiment leur vie. Et ils l'aiment pendant très, très longtemps. Et comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup aussi travaillé sur la fin de vie, sur les demandes de mort. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait une dérive et que tous les gens veuillent mourir. Les gens n'ont pas envie de mourir. Ils aiment leur vie. Et voilà. Quel que soit leur niveau social et quelle que soit leur capacité financière, finalement. Et ça, c'est plutôt satisfaisant, à moins de considérer que ce soit un instinct vital contre lequel il faille lutter. Mais je ne crois pas. J'ai vraiment l'impression que, globalement, les gens sont heureux de vivre et qu'ils trouvent toujours du bonheur à vivre, jusqu'à la fin. Il faut vraiment que la vie soit devenue extrêmement détériorée, la qualité de vie soit devenue extrêmement détériorée pour que, à un moment donné, il demande éventuellement à ce qu'elle s'arrête. Mais quand il demande à ce qu'elle s'arrête, c'est parce que la vie est devenue vraiment très insupportable, quoi. Et je voulais juste rebondir là-dessus, sur ce que disait Pascal tout à l'heure, et que moi je crois tout à fait. La vieillesse n'est pas un sujet médical. Et la vie en général n'est pas un sujet médical. Et la médecine prend aujourd'hui beaucoup trop de place dans la vie des gens, et notamment dans la vie vieille. Oui, Marie. Donc la question des talents de vieux. Alors je me suis dit, plus que les mots, l'exemple, je vais essayer de vous faire la démonstration de mon talent. Mon talent à moi, c'est le négatif. C'est ma capacité à ne pas penser comme tout le monde. Autant vous dire que c'est souvent très douloureux parce que ça choque. Donc je vais dire un certain nombre de choses qui risquent de vous choquer. C'est intéressant parce qu'en général, ça met en évidence les stéréotypes qui nous traversent. Quand je suis agacée par quelque chose et que je le transmets et que ça vous choque, c'est qu'il y a du stéréotype dessous. Par exemple, quand j'entends « les vieux, c'est tranquille, c'est serein, ça prend du recul, ça relativise », eh bien, dans ma tête, je me dis « gna 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 », ça m'emmerde. Les vieux, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas en eux la force libertaire, anarchiste qu'il y a chez les jeunes. Donc je dis, c'est un stéréotype, je reviens du coup sur la première question, de penser que les vieux, c'est tranquille et que ça relativise. C'est pas tous comme ça. Dans les autres choses qui m'ont un peu choquée dans ce que j'ai entendu ce matin et qui donc révèlent des stéréotypes, j'ai entendu beaucoup de choses autour du binaire, avoir, être, jeune, vieux, femme, homme, handicapé, valide, capable, riche, pauvre, le corps, l'esprit. Je pense que tant que nous n'arriverons pas à sortir
de ce binaire-là, de ces binaires-là, j'en ai évoqué certains, il y en a d'autres, nous n'avancerons pas. Parce qu'il faut être bien conscient que le binaire, ça arrange les privilégiés, les dirigeants, le patriarcat, ceux qui gouvernent de façon générale notre planète. J'ai oublié dans le binaire tout ce qui concerne évidemment l'écologie. Alors comment on sort de ce binaire? Eh bien en faisant des liens, on a eu un exemple merveilleux de la personne qui est à côté de moi, qui a montré comment en manif, ils avaient réussi à discuter avec des jeunes anti-vieux, j'ai envie de dire. Il me semble que la première question qui se pose, c'est la dépendance. On est vieux à partir du moment où on est dépendant, et ça, il n'y a pas d'âge. Donc on n'est pas vieux, on est dépendant ou on ne l'est pas. Moi, je voudrais revenir sur le mérite d'exister qu'on peut avoir, quel que soit notre âge, et qui est à mettre en regard avec la chance d'être ou de ne pas être bien né. L'exemple de ce point de vue-là qui me fait grimper au rideau, c'est M. Attal qui veut faire des groupes de niveau pour aider soi-disant les moins bons. Lui, il en a bien profité des groupes de niveau. Hein. Parce que quand on a fait ses cours à l'école alsacienne, on était dans un bon groupe de niveau. Et je voudrais dire, il y a un autre, le dernier des stéréotypes qui vraiment, alors là, voilà, le pire dans la vieillesse, c'est la solitude. Dans la jeunesse aussi. Il faut entendre actuellement tous les après-coups de ce qui s'est passé pendant le Covid, qui a, alors décimé n'est pas le mot, mais bien abîmé la génération des jeunes qui ont eu le bac en 2020. Eux, la solitude, ils peuvent vous en parler. Ça n'est pas un privilège de vieux. J'ai dit. Merci Marie. Alors, il y avait Roland qui voulait prendre la parole. Si ça choque, Roland et après Claire. Oui, merci Patrick. Un petit élément de réflexion pour ajouter à tout ce qui a été dit de façon très pertinente. Il y a peut-être un mot qui n'a pas été utilisé, c'est le mot de utilité. Je crois que quand on est seul, on est soumis à sa propre dépréciation parce qu'on se sent profondément inutile, on n'est plus connecté avec les autres. Et de ce point de vue-là, l'idée de transmettre ce que nous savons, ça a été évoqué à propos de l'environnement et de la biodiversité, me paraît être un sujet d'intérêt pour ceux d'entre nous qui avons la capacité effectivement de pouvoir transmettre. Et l'inutilité, c'est atroce. Je crois que c'est Goethe qui disait « Toute vie inutile est une mort anticipée », et je crois que c'est véritablement une réalité. Pour répondre à Fabienne, la vieillesse n'a pas d'âge, et il n'y a pas de différence entre les jeunes et les vieux. On sait très bien que les jeunes cherchent leurs mots et que les personnes âgées ne les trouvent plus. Et de ce point de vue-là, la vie est un continuum. Il n'y a pas d'arbitraire, il n'y a pas d'âge pour effectivement fixer le statut de vieux. Nous ne sommes pas vieux puisque nous sommes ensemble, réunis pour définir un futur qui nous sera plus profitable à titre individuel et au nom de la collectivité à laquelle nous appartenons. Oui, c'était surtout sur le premier point, ça, par rapport à ce que j'avais dit. J'ai pas dit qu'on était serein et qu'on acceptait tout. Moi, j'ai beaucoup été dans des associations où on m'envoyait toujours au feu parce que j'avais une capacité de me révolter et de le dire haut et fort, et je l'ai toujours. Croyez-moi, c'est pas parce que je veux transmettre certains philosophie de la vie en disant que c'est pas parce qu'on a raté quelque chose à 25 ans qu'on va rater toute sa vie, c'est pas du tout par sérénité ou par relâchement, c'est simplement parce que c'est ce que la vie m'a appris, et dans mes combats aussi, voilà. Juste rajouter quelque chose de façon très brève. Je pense que c'est pas la vieillesse qui est un ennemi, c'est pas la jeunesse, c'est la peur en fait. On a parlé de peur aujourd'hui, c'est cette peur-là. On peut être un jeune en ayant des peurs, et là on est vieux dans sa tête parce que la peur elle va paralyser. Et on peut être un vieux qui a pas peur, qui a confiance, et donc là il est libre en fait. C'est cette peur nous enlève la liberté
qu'on soit vieux, qu'on soit... Et donc, voilà, bien vieillir pour moi, c'est justement apprendre à faire la paix avec cette peur. C'est pas lutter contre elle parce qu'on n'y arrivera jamais. On est des êtres humains, donc des êtres de chair, donc notre chair exige bien sûr la peur, mais apprendre à faire la paix avec ces démons intérieurs, avec ces animaux intérieurs. Et là, la vieillesse prend tout son sens, comme la vie prend tout son sens. Donc moi, je dirais que la peur est un ennemi bien plus grand qu'autre chose. Et là, voilà. Oui, alors, depuis tout ce qu'on entend ce matin, finalement, je suis en train de me poser une question, à savoir, est-ce qu'on ne se trompe pas de perspective ? Est-ce que l'âge n'est pas un critère ? Finalement, ce n'est pas le critère. Que ce qui serait pertinent peut-être pour aborder malgré tout les questions liées à l'âge qui avance, en tout cas, et tenir compte à la fois du critère de l'âge, mais pas tant que ça finalement, mais c'est surtout du critère de la situation dans laquelle on se trouve. On a parlé de la situation de la solitude, par exemple. On voit bien que finalement, ça ne concerne pas que les vieux, effectivement. Tout à coup, ça me paraît évident, alors que d'emblée, moi, j'étais partie aussi sur cette idée du problème de la solitude. Donc là, il y a plein de choses qui se remettent en question pour moi après ce débat. Mais c'est aussi la question de la situation du handicap physique et cognitif et ou psychique et ou économique, etc., etc. Donc c'est vrai que ça nous amène à penser les choses de manière peut-être plus complexe et moins binaire. J'entends aussi cette question-là. Et donc du coup, comment on peut articuler à la fois ce qui pourrait être ou apparaître avec l'âge et à la fois ce qui est déjà avec la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit l'âge que l'on est. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on va peut-être marquer un petit temps de pause, si vous avez envie de boire un petit café, voilà, marquer une petite pause, et puis on se retrouve d'ici un quart d'heure. Merci à vous.